Nous allons parler de la femme romaine, mais en nous focalisant sur l'époque de la royauté. Il serait en effet réducteur de vouloir dresser le portrait type de la femme romaine alors que la condition de celle-ci évolue sans cesse. Tout d'abord, il y a plusieurs mots pour désigner la femme, qui se dit mulier en latin. Cela se fait d'après l'état civil, puisque la fonction de la femme était de se marier et d'avoir des enfants. Jusqu'à 7 ans, filles et garçons sont qualifiés par le terme infans, qui signifie en latin qui ne parle pas. L'infans devient ensuite une puella ou une virgo, c'est-à-dire la jeune fille qui est l'objet de l'amour des poètes. Quand elle se marie, elle devient uxor, c'est-à-dire l'épouse, avant de devenir une matroda, c'est-à-dire une mère de famille. Quand celle-ci devient trop âgée pour enfanter, on l'appelle alors anus, c'est-à-dire la vieille. Apportons maintenant plus de précision, en commençant par le début de la vie de la femme. À la naissance, un enfant doit être légitimé par son père au cours d'une cérémonie qui a lieu devant le foyer domestique. Pour les filles, cette cérémonie a lieu le 8e jour de l'existence. C'est le dies lustricus. Le pater familias, qui peut être le père, le grand-père paternel, l'arrière-grand-père paternel ou, en son absence, une personne qui agit à sa place. Oui, je sais, ça va loin, mais après tout, ils sont fous ces Romains. Bref, une de ces personnes soulève l'enfant de terre, ce qui s'appelle le tolere filium en latin, pour le reconnaître et le prendre dans ses bras. Puis l'enfant est purifié, lustratus en latin, et on lui met autour du cou la bulla, un médaillon rempli d'amulettes. On lui donne alors son praenomen. Si l'enfant n'est pas reconnu, il est voué à la mort par exposition, non tolere filium en latin. En ce qui concerne le nom, les femmes n'en portent qu'un seul, celui de leur gens au féminin, par exemple Cornelia. Elles le conservent même après leur mariage. Dans leur jeunesse et à l'âge mûr, l'éducation de la fille n'est pas la même que celle des garçons. Il suffit qu'elle sache tenir la maison et filer la laine. L'éducation des enfants est considérée comme terminée quand ils déposent la bulla que les filles abandonnent le jour de leur mariage. Le mariage est légal à partir de 12 ans pour les filles. Sous les rois, seuls les patriciens se marient selon la compareatio, ainsi appelée du nom du gâteau d'épeautre, panis phareos, que mangent les époux en présence du flamendialis et du grand pontife. La femme mariée est traitée en principe en éternelle mineure. Elle n'échappe à la domination de son père que pour tomber sous celle de son mari, aussi rigoureux à son égard qu'à l'égard de ses enfants. Cependant, la mère de famille, mater familias ou matrona, est en fait honorée comme gardienne du foyer. Pour n'être pas légale, son influence sur les décisions du ménage se fait dès les premiers temps de Rome. Elles avaient déjà un sacré caractère. Elles pouvaient aussi choisir de devenir Virgo Vestalis, des prêtresses de Vesta, pour entretenir le temple de la déesse. D'un point de vue juridique, la romaine ne dispose pas du droit de vote, ni de l'éligibilité. Il leur est interdit de se rassembler. Si elles ont une requête à formuler, c'est par l'intermédiaire de leur époux qu'elles doivent passer. Elles ne sont pas non plus comptées parmi les citoyens. La matrone reste à l'intérieur de sa demeure, tandis que l'homme vit à l'extérieur. Flâner dans les rues pour une femme est indécent. Cependant, chez elle, elle est dispensée des tâches serviles. Elle dirige ses servantes et tisse des toges ou file la laine comme ses ancêtres les s'habillent. Sa vie sociale est limitée. Concernant le rapport de la mère à l'enfant, les liens qui les unissent sont faibles. La grossesse est vécue comme une véritable épreuve. Les naissances sont fréquentes, le rapport avec l'enfant est complexe. La romaine ressent davantage de fierté que d'affection. Celle-ci est en effet fière d'avoir en elle le pouvoir d'enfanter. En effet, la vie de l'enfant est fragile. Peu d'entre eux atteignent l'âge d'1 an. Rome se met à respecter la femme lorsque celle-ci devient mère. Aussi injuste que cela puisse sembler de nos jours, à Rome, une femme sans enfant est jugée inutile. Concernant la garde-robe de la femme, au commencement, la rigueur et l'austérité sont de mise à Rome. En public, les femmes se couvrent la tête pour ne rien dévoiler d'elles. Sur leur robe de laine, la stola, les matrones jettent un manteau appelé palla qui prend soin de dissimuler les 2 épaules. Celle-ci tombe au niveau des pieds. Pudeur oblige. En plus de cacher le corps, elle a pour but d'entraver les mouvements. La virgo, quant à elle, porte une toge brodée recouverte d'une bulla qui recouvre son cou. Ses cheveux sont ramenés en arrière et mis en chignon derrière la tête. Lorsqu'elle prend un mari, elle se dissimule la quasi-totalité du corps. La matrone a quelques bijoux, mais rien de trop luxueux. Juste assez pour la différencier d'une esclave ou d'une courtisane. Au travers des habits de la matrone, on perçoit aisément le rôle social qu'on veut lui faire jouer.
Pas de place à l'originalité, car les Romains, sous la royauté, veulent des mères et pas des femmes. Maintenant, pour tester tes connaissances, tu peux copier l'adresse suivante dans ton navigateur et répondre à toutes les questions pour savoir si tu sais tout des femmes romaines.